Celui qui vous le vendra pour 10 euros, non mais qui vous fera une copie qui soit digne de... Ah, c'est pas une copie sur mon ordinateur, c'est une vraie copie. Je vous fournis le CD et vous l'enregistrez? Oh non, je vous fournis tout, puis vous payez. Non mais si ça vous intéresse... Tout à fait, oui, ça m'intéresse. Alors, Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul d'un poste ogival flamboyant, formant parallélogramme, avec prolongement irrégulier au chœur, longueur du vaisseau 29 mètres 90, largeur des nefs 13 mètres 50, largeur au sanctuaire 6 mètres 35, hauteur de la voûte à la nef 8 mètres 90, hauteur du sanctuaire 8 mètres, sur le tympan 3 niches ornées de dais mais vides, pignon avec chou sur le rampant. À droite, petite porte de même style. Un clocher très bas s'élève sur le chœur. Intérieur, 3 nefs ogivales, voûtées en pierre. La grande nef composée de 4 larges travées de 5,50 m chacune, ce qui a causé une poussée trop forte et nécessité la construction de doubles contreforts que l'on voit à l'extérieur. Et puis le clocher a dû être surélevé un peu parce qu'il appuyait sur les voûtes. Et ça risquait de s'effondrer un jour ou l'autre. Ceci dit, grâce à monsieur, je suis monté dans le grenier pour voir la charpente. J'ai fait quelques photos que vous aurez sur la clé. Et puis j'ai pris quelques photos des petits fenestrous qui donnent à l'extérieur et qui permettent de voir le village d'en haut. Et vous n'avez pas vu les grosses barres métalliques qu'ils ont mis au bas du clocher pour le soutenir. Oui. Alors le chœur se compose de 4 travées à plein cintre, quoique du XVIe siècle. C'est-à-dire que là, il y a un hiatus entre les arcs brisés et le plein cintre que l'on voit ici. Quand on construisait, parfois, dans les campagnes, dans ces églises rustiques, c'est un beau mot rustique, hein, c'est pas péjoratif. On associait des styles différents, parce qu'il y avait des traditions différentes qui cohabitaient. On avait l'habitude de construire comme ça, et puis on ne passait pas d'un seul coup comme ça à une autre manière de faire. Donc ça se mélangeait. Et c'est ce qui fait le charme, parce que ça permet d'échapper à toute uniformité. Et c'est un plaisir. Alors, le mystère de cette église, il y en a deux. Un, d'abord, quand j'ai lu le livre de Pierre Bourgoin, il raconte que la dernière personne ensevelie ici, 1775. Après, on n'a plus enseveli les gens dans l'église, mais à l'extérieur, donc sur le parvis, en quelque sorte, où il y avait le cimetière, jusqu'en 1859, où on le déménage au Simon. Ça veut dire que pendant toute la durée du Moyen-Âge et même après, jusqu'au XVIIIe siècle, on a enterré ici. Moi, j'ai du mal à penser qu'on ait pu enterrer systématiquement les gens ici, dans un endroit aussi restreint. Oui, mais c'était peut-être pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui était inhumé dans l'église. Ben oui, mais Pierre Bourgoin a l'air de dire que tout un chacun avait sa place. Il y a un chapitre là-dessus. Sous les fondations, après le développement. Oui, je pense qu'il doit y avoir plusieurs épaisseurs. Alors, le sol ici, il a été refait récemment? Ah ben, non. Là c'est parce qu'il y avait une stalle. oui. Il a été réparé au moment des travaux du Bélier, il y a 10 ans. Mais Autrement, non. Non, mais sinon, avant, il était comme ça. Il était comme ça, mais en dessous, vous en avez un autre. Mais ça a été... Voilà. C'est très vieux. Vous en avez un autre dessus. D'accord. C'est-à-dire qu'on On a retrouvé ça sur les bancs. on a superposé de la belle pierre Sur celle qui était sur celle déformée. qui était déformée. D'accord. On a refait un sol par-dessus. Qui a rehaussé un peu. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas les traces de ce qui était autrefois les anciennes sépultures qui étaient signalées par des pierres très longues qui avaient la taille d'un corps et qui étaient gravées. Elles sont donc Oui, vraisemblablement... mais c'est plutôt sous le parquet, là. C'est sous le parquet, hein. Ah oui, Les gens étaient inhumés. d'accord. Sous les parquets.
Oui, parce que les chaises, ça se déplaçaient, ou alors les gens étaient debout. Deuxième mystère, essayez de trouver alors, la litre funéraire. Alors, vous savez où elle est? Oui, C'est vrai? On l'a su. on l'a su. Parce que si l'église n'est pas inscrite en tant que monument historique, la litre funéraire, Elle est sous les badigeons oui, du seigneur, donc de Pesselière. c'est le seigneur de Pesselière qui meurt en 1769 et qui est inhumé ici. Et au moment des funérailles, on peint un bandeau, un L'autre ruban. faisait le tour de l'église. Voilà. Et il a disparu. Merci, hein, qui À l'entrée. Alors, comment se fait-il que moi je suis allé sur la base de données Mérimée, qui répertorie tout ce qui est inscrit, classé, etc. Et il y a une seule chose qui l'est dans l'église, c'est la litre. Je vais vous montrer ça. Si je le retrouve. Je ne sais pas qui m'a classé ça, mais c'est mal classé. Ça va être moi. Parce que j'ai retrouvé ce document. En fait, j'ai été très surpris que cette église ne soit pas classée, très franchement. Parce que je vois beaucoup d'églises dans le cadre de mes fonctions de bénévole à la Fondation du patrimoine. Je vois des églises très modestes qui ont fait l'objet d'un classement, quelquefois très anciens, et je vois que l'église ici ne l'est pas. Bon, je trouve que, d'après ce que je sais, elle le mériterait largement. Alors, l'avantage du classement, vous savez tous que c'est surtout... Je crois que le goût est la première. Pardon? Après, pour faire restaurer, c'est pas facile. Non, c'est au contraire. Au contraire. Parce que là, vous bénéficiez du concours gratuit des architectes du patrimoine, d'une part, et d'autre part, une aide de l'État qui est plus conséquente. Il n'y a que des avantages à faire classer. Il n'y a pas de contrainte. Si on existe, il n'y a pas de contrainte. La seule contrainte, c'est quand vous faites des travaux, de bien les faire. Mais de toute façon, lorsque vous avez fait des travaux ici dans cette église, je suis sûr que l'architecte du patrimoine a eu son mot à dire. Donc, bon, mais je ne vais pas le retrouver. Si, voilà. Voilà. Peinture murale. Litre portant les armes de Charles-Étienne Le Pelletier de Beaupré, qui est donc le dernier seigneur ayant résidé au château. Lequel château de Pesselière disparaît en 1823. Oui. Ils avaient le choix, ils ont préféré le démonier et Ils ont vendu l'intérieur. Et alors, on parle dans d'autres documents d'un tableau représentant le château de Pesselière. Ce tableau était dans l'église et ensuite il a été transporté au presbytère. Et fin du 19e, on perd sa trace. Alors, si quelqu'un dans cette église a chez lui le tableau, qu'il se dénonce. qu'il m'envoie une photo. Parce qu'on voudrait bien voir, en fait, on n'a pas d'image du château de Pesselière. Non, on en trouve. La seule image, c'est cette peinture. Donc allez-y, rendez la peinture. Elle existe, elle existe. Oui, elle existe. C'est justement dans l'annuaire historique de Lyon, un numéro d'une certaine année où il y a un travail qui est fait sur Pesselière et qui signale la chose. Et moi, depuis que j'ai appris ça, je cherche. Pas tous les jours, mais assez souvent. Sans résultat. Alors, reste d'une litre. Alors, où est-ce le petit morceau qu'on voit? Là-bas, là-bas. Là-bas, à l'entrée.